là pour le... Non, ça va, je crois que j'arrive à lire encore. Si j'ai des problèmes, je dirai. OK. Tout le monde est installé? OK, parfait. Donc, ready to go. Les actifs tangibles ne connaissent pas la crise. Je ne vais pas vous chanter la chanson, je vous garantis. Plutôt, je vais démarrer avec quelque chose. Mark Twain a dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ça, c'est exactement ce que moi-même et mon associé Michel Tamizi ont fait. Le jour qu'on avait décidé de quitter la direction de Carmignac, que beaucoup de gens ici me connaissent à l'époque quand j'étais le dirigeant là, on a quitté une très belle société de gestion pour décider de monter notre propre société. Et pourquoi on a voulu faire ça? Alors, il faut le mettre en contexte. On a monté la société fin 2006, on a quitté Carmignac, et en 2007, on a démarré. Ce qu'on voyait, c'est qu'en fin de compte, le marché financier devenait de plus en plus complexe, que les gens ne comprenaient de moins en moins dans quoi ils étaient investis. Il y avait des produits structurés, il y avait des quants, et des fois, franchement, il fallait être un professeur de maths pour comprendre les fonds. Et nous, on a dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de retrouver une thématique d'investissement qui parle aux gens, qui puissent comprendre, qui est simple, mais qui trouve des émotions positives. Et là, on a commencé à parler de passion et des choses comme ça. On a dit, mais c'est ça, il faut trouver des thématiques qui passionnent les gens et qui, en même temps, peut être un bon retour sur l'investissement. Bien entendu, toutes les passions ne sont pas des bonnes thématiques d'investissement, on est d'accord? Il y a certaines qui coûtent un peu plus cher. Mais il y a des passions, franchement, qui vaut la peine d'investir dedans. Donc nous, on a dit, c'est ça. Si on parle aux gens à travers leurs émotions, on pourrait faire quelque chose. Donc ça, c'était le concept Passion Investment. On a créé 3 fonds. Noble Cru, le premier, qui pèse aujourd'hui 76 millions d'euros. Christian Roger qui est là, number 3. On a créé Precious Time, les montres de collection. Alfredo Faramico, just there, notre Italien. Et notre dernier bébé, c'est Divine Jewels, 7,5 millions de dollars déjà au bout de 3 mois. Mais c'est quoi le concept de Passion Investment? C'est que le marché aujourd'hui est à la recherche de diversification et décorrélation. Alors, je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui parce que je suis franchement hyper contente de voir autant de monde à une conférence sur les finances. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui arrivent à faire venir plus de 200 personnes, donc merci beaucoup de votre intérêt. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va vous montrer quelque chose qui est différent, qui est décorrélé par rapport aux marchés classiques et qui répond à ce qu'il y a aujourd'hui, donc cette demande. Parce que, comme je vous avais dit, en face, vous avez un marché qui est plutôt technique, très volatile et très difficile à investir dedans aujourd'hui. Donc, c'est bien d'avoir une idée, mais en même temps d'avoir une idée, il faut avoir un cadre dans lequel vous pourrez faire exprimer cette idée. En même temps que nous avons réfléchi sur les concepts de Passion Investment, Luxembourg était en train de changer ses lois. Et il a décidé de créer ce qu'on appelle aujourd'hui un SICAV, qui est un fonds d'investissement spécialisé, le fameux FIS ou SIF en anglais, Specialized Investment Fund. Et dans ce cadre-là, ils allaient permettre pour la première fois dans un marché réglementé d'investir directement dans un objet tangible. Jusque-là, si vous voulez faire acheter quelque chose de physique, il fallait créer une société d'import-export, il y avait des TVA, c'était très lourd et il fallait le monter en offshore. Il n'y avait pas une possibilité de le faire dans un marché européen. Donc, on avait un cadre juridique qui était en train de mettre en place et pour nous, c'était le bon timing. Donc, une structure légale qui se met en place, une idée, une concrétisation de niche d'investissement qui existait déjà. Ce n'est pas si révolutionnaire que ça. Il y avait déjà eu des premières expériences d'investissement de ce type-là, mais c'était toujours en one-to-one. Les private bankers proposaient donc d'acheter un tableau d'art, acheter des caisses de primeurs, prendre une participation dans un bel bateau, une belle propriété dans les Alpes. Donc, ça existait toujours. Mais ce qui n'existait pas, c'était des fonds qui allaient concentrer tout ça et gérer tout cet aspect pour vous sur un marché réglementé et dans une structure qui allait être ouverte. Ça veut dire que vous pourrez rentrer et sortir chaque mois. Et ça, c'était la révolution. Une liquidité aussi, c'est que nous, on garde dans tous nos fonds 10% toujours en cash, comme ça, si vous avez envie de sortir, il y a toujours une position de cash et aucun investisseur a plus de 10% dans aucun de nos fonds,
qui garantit donc une grande liquidité. Un reporting transparent, régulier et audité. Et vous allez recevoir en partant ce soir nos dernières brochures. Donc ceux qui connaissent déjà nos bleus crus ont déjà vu millésime 2010. Millésime 2011 est prêt. Et vous allez avoir tout l'inventaire de toute notre cave à vin là-dedans. Vous allez recevoir pour le premier temps, pour la première fois, Time 2011, dans lequel vous allez avoir tout l'inventaire de nos montres, avec photos, avec références. Comme ça, vous allez voir nos 450 montres que nous avons en portefeuille aujourd'hui. Alors, cadre structuré, partenaire sérieux, notre banque dépositaire, c'est Cassis. Nos avocats sont Allen & Overy et nos auditeurs sont Deloitte. Et pour l'anecdote, je n'ai jamais vu une équipe d'avocats travailler aussi bien sur un fonds d'investissement que sur le nôtre, parce qu'ils étaient passionnés par la thématique. Et je n'ai jamais vu des senior partners aller vouloir faire une inventaire physique parce qu'ils voulaient voir les bouteilles de vin. Donc, c'est juste pour vous dire, même au niveau administratif, il y a un tel intérêt pour ce type d'investissement que même nos partenaires sont très, très enthousiastiques et même les senior partners vont faire le déplacement pour aller compter les bouteilles. Alors, on va commencer avec le bébé, Divine Jewels. Alors, Divine Jewels, comme je dis, c'est notre petit bébé et c'était un accouchement très douloureux parce que ça a pris presque 3 ans pour le sortir. C'était très difficile à trouver des gérants compétents où il n'y avait pas de conflit d'intérêts. On a cherché auprès des banques diamantaires, on a cherché auprès des marchands, on a cherché auprès des traders ou des gens impliqués dans les mines. Et chaque fois, conflit d'intérêts, et il n'y avait pas cette alchimie qu'on avait déjà trouvée avec notre premier fonds, où des experts avaient la connaissance du marché financier et en même temps une passion pour les thématiques. Et enfin, on a croisé le chemin de Serge. Et donc, j'ai le grand honneur d'avoir Serge Fadkov à côté de moi, que je présenterai tout à l'heure. Mais d'abord, j'explique qu'est-ce que nous avons fait. Alors, nous avons lancé ce fonds en janvier. C'est tout jeune, là, donc il n'a que 3 mois pour le moment. Mais il arrive déjà à marcher. On a mis un minimum entier en diamant taillé certifié Kimberley Certificates. Les couleurs sont DOF, donc les femmes, je n'ai pas besoin de vous expliquer à vos maris, n'est-ce pas? La purité, c'est VL jusqu'à VS2, et les carats, on va de 1 jusqu'à 15. Donc, c'est des belles petites roches qui sont très abordables et très mignonnes sur les mains. Ensuite, nous allons avoir un maximum de 1/3 de pierres de couleur. On va avoir bien entendu des rubis de Birmanie, des saphirs de Cachemire et des émeraudes de Colombie et des perles naturelles uniquement, pas du tout des perles de culture, aucun intérêt. Et on va finir avec 1/3 maximum en bijoux anciens, parce que là on va avoir les pièces de signature, des Van Cleef & Arpels, des Boucheron, des Harry Winston, des choses qui sont superbes et qui peut-être ont appartenu à un grand renom. Et je vais juste raconter une petite anecdote à ce sujet-là, si Serge va me permettre. C'est que vous connaissez une financial advisor qui s'appelle Liz Taylor. Vous savez que Liz Taylor était un très, très grand financial advisor. Elle avait conseillé à l'époque, en 69, à Richard d'acheter le Pellegrina Pearl, qui est le plus gros perle naturel. Donc, elle a bien en profité parce qu'elle l'a porté. Mais en 69, Richard l'a acheté pour elle et l'a payé $36 000. En décembre, cette perle a été vendue pour 11,2 millions de dollars. Donc, je dis chapeau Liz, c'était un superbe investisseur. Ça, c'est pour le petit anecdote. Alors, qui est Serge? Serge a 20 ans d'expérience déjà avec Harry Winston, mais c'était le bras droit de Harry Winston lui-même. Harry s'occupait de la partie Nord-Amérique et Serge, c'était le monde entier. Voilà. Et quand Harry Winston est mort, son fils a repris la société. Serge a dit, comme nous, voilà. Donc, il a décidé, tiens, c'est le moment de moi de créer ma propre structure. Et donc, il a monté sa propre société de consulting, de conseil, en des très belles pierres, des très grosses pierres. Et en 2002, il a monté également, avec son fils, une société de gestion alternative à Genève. Donc, Serge est basé à Genève. A toujours gardé tout ce réseau de connaissances et expertise en diamants, pierres précieuses et bijoux. Et m'a raconté une petite anecdote tout à l'heure. Il a dit qu'en fin de compte, ses amis classent comme étant le numéro 3 au niveau expert mondial dans les diamants et ses ennemis le numéro 5. Donc, juste pour situer un petit peu son expertise.
Alors, Serge dit que je ne vais pas gérer un fonds comme Divine Jewels tout seul. Je vais m'associer avec un autre expert et il nous a présenté Eric Valdieu. Eric Valdieu, et là, on a une chance inouïe, c'est que Eric Valdieu était le directeur de le département joaillerie de Christie's à Genève. Depuis 30 ans, il a géré ça, et puis il a décidé l'année dernière de se mettre à son propre compte. Et là, on a pu le faire appel à lui pour être le deuxième gérant, avec une expérience extraordinaire dans les pierres, dans les bijoux, et on a vu beaucoup de pièces passer entre ses mains à travers les enchères de Christie's. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en un trimestre déjà? Bon, on a déjà levé 7,5 millions de dollars, c'est pas mal. Et au niveau performance, en dollars, on est déjà à 3,96 et en euros, 2,42% déjà depuis le début de l'année. Et je compte sur Serge de continuer sur le bon voie là. Alors, Serge, peut-être pour répondre à une première question. Comment est-ce que tu fais pour acheter des pierres exceptionnelles à des prix de marché qui défient toute concurrence? Je crois que c'est marché là. Allô? Oui, tu peux. Alors, comment est-ce que tu arrives à trouver des pierres comme ça? Je vais essayer de vous donner quelques réponses, mais d'abord, je voudrais d'abord vous dire que quelque chose a été oublié par notre amie Myriam. Liz Taylor n'était pas seulement the best financial advisor in the world, mais elle a toujours dit que she was the best housekeeper in the world. Et quand les gens disaient, tiens, mais c'est vraiment étonnant, et elle répondait, every time I got a divorce, I always kept the house. C'était un bon conseiller, cela. Comme il m'arrive aussi de pouvoir parler sérieusement, je vais essayer de répondre aux questions de notre amie Myriam. Comment est-ce qu'on les achète? Alors, comment on les achète? Nous avons 4 sources différentes de possibilités d'achat. Je vous les cite dans le désordre et ne sont pas nécessairement par ordre d'importance. La première source que je vais mentionner est la source de la clientèle privée qui, ayant acheté ou hérité de pierres précieuses, décide pour une raison ou pour une autre de s'en défaire et que nous connaissons, qui nous les propose, qu'on nous présente. Et je veux dire que tout à fait par hasard, le premier diamant que nous avons acheté pour le fonds venait d'une personne privée. La deuxième source pour nous est la source de gens que nous connaissons depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et tant pis, je ne suis pas une jolie femme, je peux vous dire que je suis dans le métier depuis plus de 50 ans et que en 50 ans, on finit par connaître beaucoup de monde et que, un peu comme le pape, on ne connaît peut-être pas tout le monde, mais tout le monde vous connaît. Et grâce à ces réseaux et tous ces gens que nous connaissons qui sont des tailleurs de diamants au marché primaire, c'est-à-dire des gens qui s'approvisionnent auprès de la De Beers ou bien de Alrosa, qui est la grande société minière russe, ou d'autres compagnies qui produisent des diamants dans le monde, ces tailleurs de diamants soit vendent des diamants à des gens comme nous, à des fabricants, des négociants, des intermédiaires, à tout ce que vous voulez, et nous acquérons nos diamants soit directement de ces tailleurs du marché primaire, parfois occasionnellement de négociants qui sont pris à la gorge, parce que nous ne sommes pas des moralistes, et ce que nous voulons, et ce que nous cherchons à acquérir, c'est les diamants les meilleurs possibles dans les qualités que nous souhaitons acquérir, au prix les meilleurs. Et j'expliquais tout à l'heure à certains de nos amis que j'ai eu l'occasion de rencontrer que lorsque chacun d'entre vous souhaite un matin offrir un diamant à son épouse, il lui dit quel genre de diamant veux-tu, quel genre de forme, rond, de ceci, cela. Et une fois qu'il a le critère de la forme, il dit bon ben moi je suis d'accord d'investir 200 000 $. Donc il y a deux critères qui enferment l'achat, qui sont d'une part le montant à investir et d'autre part la forme. Donc ils sont assez limités dans la mesure où il y a des contraintes, des conditions impératives. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Moi, le matin, quand je me réveille et que j'ai de l'argent à investir pour le fonds, premièrement, je dois dire que je suis un très mauvais gestionnaire, between inverted commas, parce que je ne pars pas du principe que nous devons être en permanence investis à 100% dans les 90% que nous avons à notre disposition, ce qui fait que notre performance est parfois impérée par le fait que, alors que nous aurions par exemple 2,5 millions de $, à investir là sous le pied gauche, qu'indépendamment des 10% que nous nous imposons de garder en cash, qu'au lieu d'investir les 2 250 000, nous décidions que nous ne voulons pas les investir parce qu'on n'a pas trouvé la pierre adéquate au prix adéquat. Ce qui fait que ça pénalise, entre guillemets, notre performance, puisque nous sommes peut-être investis sur 5 millions de pierres alors que nous avons 8 millions sous gestion. La deuxième raison pour laquelle je suis un très mauvais gestionnaire, c'est que quand Myriam est venue me trouver, elle m'a dit voilà les conditions que nous offrons. J'ai immédiatement coupé en deux les revenus qui auraient pu être les miens, puisque c'est moi qui ai suggéré que nous soyons deux co-managers plutôt qu'un seul,
en pensant, et je crois que c'est vrai, que two heads are better than one, et que si nous sommes deux collégialement à décider pour l'achat de pierres, à l'évidence, c'est rassurant pour KCI, c'est rassurant pour nos amis qui dirigent la société, et surtout rassurant pour vous tous qui éventuellement ferez des investissements dans le fonds. La troisième source de pierres ou de bijoux sont les ventes aux enchères. Il y a eu hier à New York des ventes aux enchères chez Sotheby's et avant-hier des ventes aux enchères chez Christie's. Si et quand nous en aurons le temps, je vous raconterai comment nous avons acquis avant-hier un bijou de Van Cleef & Arpels, ce que Van Cleef & Arpels appelle le certi mystérieux, certi invisible, qui a fait sa grande réputation. Et nous sommes extrêmement réactifs. Vous me donnez 30 secondes? Oui. Bon. Nous sommes extrêmement réactifs. Éric Vallieu était dans la salle des enchères à New York en train d'enchérir. Nous avions fait une liste d'un commun accord des bijoux que nous aurions tenté d'acquérir avec des prix. Et il y a des prix d'indication, d'estimation qui sont donnés, qui sont des fourchettes, 80 à 100, 120 à 150 et ainsi de suite. Et nous savions que ces prix d'estimation étaient nettement en dessous de la valeur réelle et nous avions déjà convenu d'enchérir au-dessus de ces prix-là. Et les trois premiers objets que nous aurions souhaité acquérir, qui n'est pas les trois premiers de la vente, ont fait 2 fois et demi, 3 fois la valeur d'estimation. Et il y avait un objet qui nous plaisait beaucoup, pour lequel nous étions convenus d'investir 140 000 $. Et Eric était dans la salle, comme là, et j'étais devant un ordinateur à Genève, avec l'entrée et l'accession à la salle de vente, où je voyais le commissaire-priseur en train d'enchérir, comme si j'avais été là. Et constatant les prix qu'avaient fait les objets qui avaient précédé celui où nous devions acquérir, j'ai dit à Eric, on est à côté de la plaque, nous sommes trop conservateurs dans nos prix, ces objets de Van Cleef & Arpels sont en train de flamber, vont aller de plus en plus cher, et au lieu d'enchérir à 130 000, 140 000 $, si vous êtes d'accord, je voudrais que vous alliez jusqu'à 190 000. Il m'a dit, je suis exactement d'accord avec vous, et je lui ai dit, mais restez en ligne. Il était au téléphone avec moi dans la salle, et je lui ai dit, mais restez en ligne parce que j'ai pas dit mon dernier mot. Et j'ai bien fait de rester en ligne avec lui parce que il a été à 190 000. Quelqu'un a dit dans la salle immédiatement 195 000. Eric m'a dit qu'est-ce que je fais? J'ai dit miser 200 000. Nous l'avons eu. Nous l'avons eu. Et c'était au-dessus du prix que nous voulions l'acheter. C'était environ 2 fois la valeur moyenne d'estimation de Christie's. Mais je m'empresse de vous rassurer en vous disant que l'ensemble des bijoux équivalents de Van Cleef & Arpels qui étaient présentés se sont vendus en moyenne. Pas en moyenne, se sont vendus entre 3,6 et 4,5 fois la valeur moyenne d'estimation. Et je ne vous parle pas d'un objet qui a fait 12 fois la valeur d'estimation. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes attentifs, nous sommes réactifs. La quatrième source pour nous de pierre, c'est la source d'un réseau qui est un réseau mondial, qui est ouvert aux professionnels, et qui est un réseau dans lequel en permanence, littéralement des centaines de milliers de pierres. Ça vous paraît un grand nombre, parce que dans ces centaines de milliers, vous avez des pierres qui pèsent un 10e de carat ou un 20e de carat, enfin des petites pierres. Mais dans la catégorie des pierres qui nous intéressent, c'est-à-dire les pierres entre 1 et 15 carats, dans les qualités DEF, qui sont les pierres transparentes, de meilleure couleur, et de pureté pure AVS2, qui sont les meilleures qualités de pureté. Dans ces pierres-là, on va dire, pour dire n'importe quel chiffre, disons qu'il y en a 10 000, par exemple, qui pourraient nous intéresser. Et sur ces 10 000, il y en a 500 qui sont particulièrement des pierres qui nous intéressent. Ce que nous faisons, nous scrutons en permanence et nous regardons, comme nous ne sommes pas contraints d'aller acheter pour 150 000 $ ou 200 000 $, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, telle et telle chose, nous essayons d'acheter le meilleur marché possible, la meilleure qualité possible, au moment opportun. Donc, nous sommes tout le temps en train de scanner et de passer sous un sieve, un tamis, ce qui est offert, et nous achetons en négociant pendant 1 heure, 3 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours. La seule personne au monde avec laquelle je suis absolument dénué de toute patience est ma charmante épouse. En revanche, quand il s'agit de négociation, je peux négocier pendant 15 jours, je ne céderai pas. Donc tout ça pour vous dire que nous essayons d'acquérir et nous acquérissons, et nous avons, j'ai quelques chiffres ici que je vous donnerai si j'en ai le loisir, mais je voudrais juste ajouter la chose suivante, c'est que nous ne sommes pas conditionnés par l'obligation tous les matins de nous réveiller et d'investir. Nous sommes actuellement le 19 avril. Nous avions gardé de l'argent que nous avions à disposition. Nous avons fait 0 achat de propos délibérés pendant tout le mois jusqu'à avant-hier, en nous disant il est possible qu'on a 2 millions de $ disponibles, que nous les dépensions à New York dans ces ventes aux enchères.
On a acheté un bijou pour 242 500 $ avant-hier. Chez Sotheby's hier, on a enchéri sur 7 ou 8 objets, on n'a pas eu la queue du début d'un objet. Et ce qui fait que là, maintenant, entre maintenant et la fin du mois, on va regarder si nous trouvons des occasions. J'ai quelqu'un qui vient venir me montrer une pierre à Genève lundi pour environ $1 million. C'est une pierre que je surveille depuis longtemps. Et je lui dis, tu me la gardes pour la montrer après les ventes s'il nous reste toujours du cash. J'ai abusé de mon temps de parole. Totalement, mais c'est pas grave. Alors, je vais finir juste avec une dernière question. C'est que, donc, je vais demander de citer peut-être 2 exemples. Donc, comme ça, je vais te limiter carrément. 2. Donc, tu as le choix entre 2 exemples. Alors, comment est-ce qu'on valorise donc les pierres, okay? Alors, et tu as le droit de montrer 2 exemples, c'est tout. Voilà. Je vais la valorisation des pierres est faite par un monsieur qui a fait toute sa carrière chez Christie's en Europe, qui est un Anglais et qui a l'expérience d'avoir vu passer dans les 30 dernières années toutes les ventes aux enchères. Et de surcroît, quand on est associé de manière ou d'une autre à Christie's, on ne regarde pas que ce qui est vendu chez Christie's. On regarde ce qui est vendu chez Christie's, on regarde ce qui est vendu chez Sotheby's, et on regarde tous les prix, on est au courant de tout. Nous avons demandé à Éric Valdieu et moi avons demandé à M. Sandcroft, qui est en semi-retraite chez Christie's, qui n'a pas 80 ans, hein, et qui est à Londres, et qui vient tous les mois à Genève constater physiquement la présence de l'intégralité des pierres et qui met des estimations de valeur. Et tout à l'heure, parce que sans ça je vais me faire taper sur les doigts, je vous donnerai quelques chiffres qui vous donneront des idées de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Dernière chose, pour la sécurité des pierres, les pierres sont déposées au port-franc de Genève, et je disais tout à l'heure que dans une échelle de 0 à 10 sur la sécurité, j'ai appris tout à l'heure que les assureurs donnaient une valeur de 0 à 10 pour les objets qui sont déposés dans des banques ou des ports francs. Les banques, généralement en Suisse, on m'a dit, étaient qualifiées de 1, et les ports francs de Genève, 0. C'est-à-dire c'est la meilleure garantie, à part les embris atomiques. J'ai appris qu'en cas de pépin, ce n'était pas la police qui venait, mais l'armée suisse, que les pompiers pouvaient être là en 1 minute et demie. Enfin, c'est absolument remarquable et délirant, et je remercie notre ami de me l'avoir appris là tout à l'heure. Là, c'est bon. Merci Serge. Il y aura l'occasion de parler avec lui et il a énormément de choses à vous raconter. Juste une autre chose, c'est qu'il faut savoir, donc tous nos biens sont au port-franc de Genève, les montres et le vin également, et tout est assuré à sa valeur. Donc même en cas de tremblement de terre, il y a une assurance là-dessus à la valeur donc à laquelle ils sont valorisés chaque mois. Alors, Precious Time, le beau time. Alors, ça c'est un monde qui était pour moi, les montres, c'était, bon, on disait clairement, c'était un boys' toys, voilà. Et donc, mon associé Michel me dit, mais Myriam, tu verras, c'est génial, c'est superbe, je te présente Alfredo. Donc, j'ai vu Alfredo, et c'est vrai, hein, pas mal. Et je suis tombée sous le charme des montres. Et les montres, ils sont exceptionnels, parce que là, on est en train de prendre l'expertise dans la mécanique, mais en miniature. Des fois, ça prend presque 1 an pour fabriquer une montre à complications. Donc, c'est des chefs-d'œuvre, c'est presque des objets d'art en fin de compte. Donc, voilà une des raisons pourquoi c'est tellement intéressant. Alors, Alfredo, qui est notre gérant, a composé un portefeuille déjà au bout d'1 an. Comme je vous ai dit, on a 452 montres. On a 35% Rolex, 27% Patek Philippe, Cartier 19,9%, et puis les autres, comme vous pourrez les lire. Donc, c'est que du top du top. Alors, qui est Alfredo? Ben, comme Serge et comme Christian, c'est une financier d'abord de base, diplômée en Masters, qui a travaillé chez Bankers Trust, qui était aussi Managing Director chez Dresdner, mais qui était passionné de montres. Alors lui, bat tous les 2 autres là. Il était passionné depuis l'âge de 7 ans, où il est son premier montre. Il a même une photo qui nous montre qu'il est son premier montre, toute fière. Et donc passionné depuis l'âge de 7 ans. Il a construit une réputation et un réseau, et il est reconnu dans ce milieu comme étant un des grands experts de ce milieu-là. Alors, juste peut-être pour expliquer un tout petit peu en 2 mots pourquoi les montres sont tellement intéressantes. Dans les années 60-70, le montre automatique est venu au jour, et tout le monde a pensé que les montres mécaniques avaient plus d'intérêt. Et tout le monde a dit, bon, c'est plus la peine de les garder, donc on va les laisser à côté. Et il n'y avait que les Italiens, avec tout leur bon esprit et savoir et culture, qui ont dit, ah, il y a quelque chose à faire ici. Et ils ont commencé à collectionner les vieux montres. Et il y a même eu des cas où des Patek Philippe se trouvaient à côté des, je dirais, carrément équivalent d'une Swatch, vendus au même prix à l'époque. Personne ne savait leur valeur.
tellement ils étaient mis à côté les montres mécaniques à l'époque. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont dit « mais la mécanique, il est magnifique, il est sublime, ça ne peut jamais être remplacé par une montre automatique au quartz ». Et donc, ils sont revenus là-dessus. Et aujourd'hui, je dirais, ce qu'on voit maintenant sur le marché, c'est que les nouveaux millionnaires qui arrivent, qui prennent tout de suite la dernière montre avec tous les diamants qui brillent et que tous les copains ont la même montre après par la suite, pour le distinguer de leurs copains, le seul choix aujourd'hui, c'est de trouver une montre vintage produite en petit exemplaire où le copain ne peut pas l'avoir. Et c'est ça qui pousse aujourd'hui la demande. Alors, je vous raconte une petite anecdote. L'année dernière, j'étais en novembre à Genève pour voir une enchère de montres. Je vous conseille tous d'y aller parce que c'est génial. Il y a une ambiance extraordinaire. À cette enchère, donc il faut dire que c'est quand même les plus grandes enchères au monde pour les montres, il y avait 1000 bidders entre la salle, sur le téléphone et sur Internet. Le fièvre dans la pièce, c'était palpable. Et dès qu'on était en train de monter au-delà de 1 million, 2 millions de dollars, vous pourrez entendre une épingle tomber par terre. C'était hallucinant, hallucinant. Donc c'est vraiment une expérience à voir, c'est passionnant. Et là, vous sentez la passion. Et là, vous remarquez tout de suite qu'aujourd'hui, les plus belles pièces sont en train de partir en Asie. Donc encore un bien européen, un savoir-faire ici en Europe est en train de partir. C'est nos plus belles choses qui sont en train de partir parce que c'est là où ils sont collectionnés. Donc notre fonds fait quoi? Aujourd'hui, il fédère des investisseurs ensemble pour acheter ces belles pièces, pour les garder ici encore. Donc, on est peut-être un coopératif un peu comme ça. Mais c'est un des objectifs. C'est aujourd'hui, on n'est qu'au début d'un cycle d'investissement dans ce domaine-là. Le monde de montres de collection, ça fait que 25 ans que ça existe. Mais il y a un tel intérêt et on voit aujourd'hui que l'intérêt devient de plus en plus des pays étrangers. Que si nous, on veut en profiter un petit peu, à travers Precious Time, c'est une excellente moyenne. Alors, Alfredo, peut-être je peux te poser quelques questions. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas le monde du montre, et c'est vrai que c'est un monde assez différent d'autres thématiques d'investissement, qu'est-ce qu'il faut dire à un épargnant pour le rassurer sur cette thématique d'investissement? Okay, first of all, I want to really thank you, all you for being here today. And I want you to know that I do consider a privilege having the opportunity to talk with you. Est-ce que ça va en anglais? Ça va en anglais parce que pour moi c'est beaucoup mieux. Hein. Je voudrais la faire en français, mais malheureusement le niveau de ma conscience en français c'est pas bon. Alors je préfère faire l'anglais. Hein. C'est pour vous la même chose. On English is fine. Okay, thanks. Okay. So I do consider a privilege having the opportunity to be here with you tonight and talk about the passion of my life, which is watches. By the way, if you promise me the next year you will be all back, I can go through a French course full immersion. We can have this deal together tonight. Okay. Basically, when I talk to my investors, I usually want to tell them facts rather than just ideas or opinion. And it's a fact that we are facing the most terrible financial environment ever. The sovereign debt crisis of the southern European countries is leading now the local governments to adopt important measures to fix the local balance sheet. The equity and FX markets are affected by tremendous volatility, which I've never seen in my life. And I would say also China, that for so many years has been leading the world growth, now is showing some signs of slowdown. But it is then also a fact that since 2008, which means a few months after the Lehman collapse, the most important auction houses achieved the best results ever. It is then a fact that now vintage watches are seen like a safe harbor. I think it is happening with watches what used to be always the golden rule for assets like the franc Swiss or gold, which is mean the flight to quality. Investors are now trying to put their assets into something that they do consider safe. I would say that like any other market, the vintage watch market is mainly driven by the balance of demand and supply. Let's focus for a second on the supply. After 30 years, we know from auction catalogs, we know from books,
we know from research, we know from studies, we know from extract of the archives of the most important watch manufacturer. We know more or less what is the number of watches that have been produced. And we also know that this is a quite small number. On top of that, we have to consider that we are talking of watches made in 1940, in 1930, in 1950. Some of them could be lost, and some of them are in very bad condition, so the number is even smaller. On the other side, and now we focus a bit on the demand, we are facing a massive and a increasing demand coming not only from what I do call the usual suspect, which are the European collectors and the North American collectors, but especially from Asia. And when I say Asia, I mean China, Hong Kong, Malaysia, Singapore. It is absolutely true that now the most important pieces are going to Asia. It is very difficult for collectors in Europe or in the US to buy the top lots at the most important auction houses. It is to me clear that this imbalance of demand of supply is leading to a quite substantial increase of prices. And I do expect this trend to be the same also in the future. Okay. Juste, j'ai oublié un slide, c'est de vous montrer, donc en un an, ce fonds a déjà fait 12,9% et on a déjà levé 13,6 millions d'euros déjà pour ce fonds-là. Donc pour une niche, pas connue de beaucoup de monde, on voit déjà beaucoup d'intérêt pour et un très très bel avenir devant lui. Alors, ah oui, non, je dois continuer avec les questions, j'arrive avec ça. Alors, quelle est l'évolution du marché des montres et les perspectives là-dessus? First of all, I think it's very important to say that I do think that after a death, there is also and always a birth. And as Miriam was saying, we never have to forget that in the 80s, the Swiss watchmaking industry lost its history, lost its power, its tradition, its values, just because of the advent of the quartz. It's, in my opinion, the technology and the progress is something that should, in certain way, make our life easier, but it's not distraction. I don't think that 200 years of history can be cancelled just by the technology. It was then that very few, but very smart watch enthusiasts started to buy the Patek Philippe, the Rolex, the Vacheron Constantin, the Cartier, the Audemars Piguet. And they actually really started this new market. After 30 years, the market literally exploded, and today we are witnessing auctions with more than 2,000 bidders coming from any continent. We are witnessing watches sold at auctions for more than 6 million francs. We are witnessing fierce competitions between dealers, investors, and collectors to get the most important watches. What could be the future of this market? I like to tell you the words of someone who I do consider a very important figure in our market, which is Aurel Bax. Aurel Bax is the global head of the watch department at Christie's, who is leading by far the market of vintage watches auctions. I had a lunch with Aurel a couple of weeks ago, and he told me, Alfredo, I am absolutely sure that sooner or later, but it will be much sooner than much later, I will sell a watch in Geneva for $10 million. The problem is to find the right watch. He speaks every time to the most important collectors in the world. He knows exactly the strong demand and is now looking for nice watches to sell. I think these are probably the best words to tell you what could be the perspective of this market. And of course, I share 100% his ideas. There's another, il y a un autre issue, c'est que ce fonds-là, par rapport à Divine Jewels et Noble Cru, ce fonds-là, on a délibérément démarré en étant un fonds trimestriel. Parce qu'on a dit, écoute, c'est un marché plus petit, on ne sait pas s'il y a assez de liquidité là-dessus. Et au bout d'un an maintenant, quel est ton point de vue sur les liquidités? Est-ce que tu penses qu'on pourrait passer bientôt maintenant en mensuel?
par Je exemple? pense oui, parce qu'il y a beaucoup de ventes aux enchères, et il y a beaucoup de foires qui fait sur les montres. Oui, je pense qu'on peut le faire, oui. Et je pense qu'il faut faire vite parce que c'est très important pour nous. Très bien. Donc, on va passer en mensuel. On a entendu les gérants, il a dit oui. Alors, une chose, c'est de parler de montres, mais sans les voir, c'est quand même un peu frustrant. Donc là, Alfredo, quelles sont les plus belles montres que nous avons, donc, par exemple, dans la collection? Si je commence à passer quelques slides, tu es capable de les reconnaître? Ouais, je fais un petit cadeau, je parle français maintenant. Parce que moi, quand je regarde la montre, là, je peux parler, je pense, même en arabe. Alors, ça, c'est une montre exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Ça, c'est une des 4 montres que nous connaissons de la Patek Philippe, chronographe rattrapante en acier. La référence s'appelle 1436. C'est une montre vraiment exceptionnelle, la qualité est incroyable et même l'état de conservation. Pour vous dire, une montre pareille, mais ce n'est pas la même, a été vendue par Antiquorum dans le mai de 2009, a été vendue par 1 250 000 francs suisses, mais il faut même dire que le marché de top lot à l'époque était vraiment au plus bas qu'aujourd'hui. Je peux dire, et je suis sûr que la montre là, c'est probablement une des 10 montres plus belles qu'on a jamais fait dans le monde. Très bien. Alors, ça, c'est juste, par exemple, peut-être expliquer le papier là. Oui, ça, c'est le papier de la Patek Philippe, parce qu'on peut demander à la Patek Philippe d'avoir une extract des archives. Ça veut dire que la Patek Philippe peut dire quand la montre a été faite, quand elle a été produite, et peut dire combien de boîtes la Patek Philippe avait commandées. On ne peut pas savoir combien la Patek Philippe a fait, mais on se connaît jusqu'à 4 de 1436 en acier. Ça, c'est un très important document et je pense que c'est même très important de le faire voir. Et ça, c'est la même chose, mais c'est pour le mouvement et ce n'est pas pour la boîte. Okay. Ça, c'est une autre montre exceptionnelle. C'est une Rolex, cette fois chronographe de 1938. Elle s'appelle 3330 et à la boîte en acier. Mais la particularité de la montre là, c'est que le cadran a une couleur rose saumon qui est incroyable. Avec l'acier, c'est une combinaison vraiment excellente. On se connaît jusque, je pense, moins de 15, 33, 30 en acier. Et ça, c'est la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Bon, ça c'est la montre universelle. Je dirais que ça, c'est la Rolex, la Daytona Paul Newman. Elle s'appelle comme ça parce qu'il y a des photos de Paul Newman quand il a fait des films avec la montre sur son poignet. Ça, c'est une montre qu'on peut vendre à Paris, comme à Saigon, comme au Sénégal. C'est la montre que tout le monde connaît. C'est la plus recherchée du monde. Et je pense que c'est une montre très belle. Ça, c'est pas une Rolex, c'est une autre montre. Oui. Ça, c'est une montre que j'ai choisie, pas seulement parce que c'est la montre d'une très fameuse actrice américaine du film muet, mais j'ai choisi la montre là parce que je pense que la montre, c'est une évidence tangible de la génialité de Cartier, de la classe et du style. La montre là a tous les matériaux. La boîte est en platine, la montre même a des diamants. En plus, le fond de la boîte, c'est en or jaune, la déployante, c'est en or rose, et même le bracelet, c'est une combinaison de tissu et de petits fils d'or. Je pense que c'est vraiment génial. Et ça, c'est une Rolex, ça marine, mais je pense qu'il a même une autre slide qu'on peut faire voir, parce que la raison pour laquelle j'ai choisi la montre est parce que j'ai acheté beaucoup de Rolex sportifs, qui sont les montres les plus liquides du monde, et j'essaie toujours d'acheter les montres avec les grains d'origine, avec les papiers d'origine, avec les reçus de vente, c'est comme ça, parce que ça, c'est l'évidence que la montre a été achetée et gardée dans le coffre. La montre a été pas vendue beaucoup de fois, elle n'a pas eu beaucoup de propriétaires. Ça veut dire que la montre est dans un très bon état de conservation. J'ai acheté plus de 26, 27 montres comme celle-là dans le premier trimestre de 2012. Merci beaucoup, Alfredo. Merci. Time up. Maintenant, on va passer à Noble Cru. Alors, Noble Cru, le premier fonds, celle qui a été créée en janvier 2008, avec un... Alors là, c'est la composition de portefeuille au 31-12. Comme vous pourrez voir, on a 16,9% de cette portefeuille en Romanée Conti. En Lafite Rothschild, 18,2%. En Mouton Rothschild, 5%. Petrus, 4,8%. La Tâche, 3,6%.
et qui aime 3,2. Alors, l'équipe de gestion, c'est qui? Encore une fois, maestro. Nous avons Christian Roger. Christian Roger, 20 ans d'expérience bancaire internationale derrière lui, un des membres du grand jury européen de dégustation, également ambassadeur de Krug en Italie et aussi membre des Romaines, qui lui permet de déguster des Romani Conti en ce petit groupe. Il y en a qui ont de la chance quand même dans la vie. Alors, Christian s'est épaulé pas tous les jours quand même, merci, tu me rassures. Christian s'est épaulé avec deux co-gérants, donc Marco Clerici et Averardo Baldanoviti. Donc Marco Clerici, c'est un Masters en Finance qui a fait son thèse sur l'investissement dans le vin. C'est le number cruncher, c'est lui qui va faire le côté analytique de l'investissement dans le vin. Et Averardo, d'une grande famille toscane, producteur de vin depuis plusieurs siècles, et qui, avec Christian, a tissé depuis plus de 20 ans aujourd'hui un réseau comme Serge, comme Alfredo, pour trouver ces vins, trouver les caves privées, trouver des restaurants étoilés qui veulent vendre un peu de leur vin qui est devenu trop cher sur leur carte. C'est du travail. Parce que quand on veut acheter de top, il faut savoir où acheter et il faut être reconnu dans ce marché-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, pour les heureux qui m'ont cru dès le départ, quand on a lancé ce fonds-là en janvier 2008, donc ce sont mes premiers amis, et la famille, bien entendu, on a déjà gagné 69,50%. Je sais que vous êtes très heureux. On a déjà levé aujourd'hui plus de 80 millions, donc depuis même 31 mars, donc on est à plus de 80 millions aujourd'hui. Cette année-ci, on est à plus 1,64. Donc, on a passé à travers 2 crises avec ce fonds. Donc, l'idée d'investir dans le vin en tant que thématique de diversification, de produits niches dans vos portefeuilles, a eu tout son raison et tout son bon sens. Les grands vins, les meilleurs crus, les meilleurs millésimes résistent pendant les crises. Et on a même des recherches qui nous ont démontré que depuis 1950, ces grands vins et ces 3 sources différentes performent en moyenne 13% par an. Donc ce que nous avons fait là n'est rien d'exceptionnel, c'est juste la norme. Ce qui est nouveau, c'est qu'on en parle aujourd'hui dans la presse. C'est qu'il y a des fonds qui existent, qui montrent la performance, et que c'est devenu maintenant une thématique pour la presse d'en parler, et dit oui, est-ce qu'il y a un bulle, des choses comme ça. Pas du tout. Ça fait 60 ans que c'est comme ça, et ça ne va pas changer. Et Christian expliquera pourquoi. Donc là, vous voyez la belle courbe de Noble Cru. Vous voyez aussi un indice de vin qui s'appelle le LiveX, qui est une composition de surtout Bordeaux, 92% de Bordeaux, et c'est toutes les millésimes de 82 jusqu'à aujourd'hui, mais c'est premier cru, deuxième, troisième, quatrième et cinquième cru. Donc, quand le marché baisse, tous les petits vins baissent aussi, malheureusement, et c'est que les tops qui restent et qui résistent. Et ça, c'est très important. Donc, c'est ça pourquoi nous, on différencie tellement par rapport à le portefeuille. Oups, non, on va pas là. Alors, Christian, on va vous poser quelques questions quand même. Attends, je vais trouver mes premières questions. Oups, sorry. Hop. Là, la première question. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure là, il y a de plus en plus d'articles dans la presse. Est-ce que le vin est un actif spéculatif, comme on l'entend aujourd'hui? Oui, alors, effectivement, c'est une question qui revient très souvent. Et je pense que pour y répondre, de la même façon que pour expliquer ce qu'est un fonds d'investissement dans le vin, il faut commencer par le sous-jacent, c'est-à-dire par le vin. Ben, je crois qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est la spéculation et qu'est-ce que c'est cet aspect spéculatif? Alors j'ai été regardé il y a plusieurs fois dans différents dictionnaires pour comprendre bien le terme spéculation, qui en fait veut dire investir dans un bien dont on pense que dans le futur il va prendre de la valeur pour des raisons qui sont subjectives et qui ne sont pas liées directement au bien. Alors ce qu'on fait dans Noble Cru, c'est exactement le contraire, puisque tout ce que l'on achète comme produit, ce sont des produits qui vont prendre de la valeur dans le temps, parce que qualitativement, le produit qui est dans la bouteille va s'améliorer. Et on peut constater, les exemples seraient innombrables, plusieurs centaines, on peut constater toujours qu'il y a cette corrélation entre l'évolution du prix dans le temps et l'évolution qualitative.
On peut prendre, je vais donner juste 2 exemples comme ça pour bien faire comprendre. Si je pense à l'année 1990, qui est un grand millésime, un des millésimes qui a été exceptionnel, je dirais, pratiquement partout dans toutes les régions vinicoles en Europe. 1990, on pourrait se dire, j'investis dans des vins de 1990 et je suis sûr de gagner. En fait, lorsqu'on va regarder de plus près, on se rend compte que 1990, ça a très bien évolué pour Château-Latour, ça a très bien évolué pour Château-Margaux, ça a encore mieux évolué pour la Romanée-Conti, et par contre, ça n'a pas du tout évolué pour Mouton. Et pourquoi ? Parce qu'en 1990, Mouton n'a pas fait une bonne vinification, et tous les dégustateurs du monde entier savent très bien que Mouton 90, ça n'est pas un très bon vin. Eh bien, le prix de Mouton 90, lui, il ne grimpe pas. Preuve que le prix ne grimpe pas de façon désordonnée et indépendamment de la qualité. Si j'achète un Latour 61 aujourd'hui à 3 500 € la bouteille, c'est que je sais que dans la bouteille, je vais avoir un des plus grands vins du XXe siècle. Et si on me propose une bouteille de Château Latour 1960, je donnerai peut-être 50 € si j'ai envie d'avoir une étiquette, puisque le vin, il est mort déjà depuis au moins 20 ou 30 ans. Mais pour bien faire comprendre qu'on n'est pas du tout dans l'état spéculatif, je vais prendre un contre-exemple, parce que il peut y avoir quand même quelques vins qui peuvent avoir, pour des raisons externes, un côté spéculatif. Alors je prends un exemple qui est bien connu, qui concerne une bouteille de champagne. Alors, le champagne suit des caractéristiques et des modulations de prix qui sont assez différentes par rapport aux autres vins, parce que le champagne a une forte connotation marketing. Et je prends une bouteille qui est sortie en l'an 2000, qui a été faite à 2000 exemplaires, une impériale, donc 6 litres, correspondant à 8 bouteilles. Cette bouteille, à l'époque, est sortie aux alentours de 2500-3000 €. Ça correspondait à 8 bouteilles normales. Le prix a commencé à grimper parce que c'était 2000 bouteilles, c'était un flacon spécial. Donc il montait pour des raisons qui n'étaient pas liées à ce qu'il y avait vraiment dans la bouteille. Le prix de ce champagne, qui est en fait le cristal de Roederer, pour ne pas le nommer, est monté jusqu'à un moment donné jusqu'à 24-25 000 €, parce qu'il y avait eu une mode qui était celle de mettre ces grandes bouteilles de 6 litres dans les boîtes de nuit, et ça faisait bien d'avoir ça sur la table. C'est arrivé à ce prix-là, pourquoi ? Simplement parce qu'il y avait une mode et que ce n'était pas du tout lié à ce qu'il y avait dans la bouteille. Moi, j'ai toujours dit, c'est 8 bouteilles de cristal. La bouteille de cristal, ça vaut 200 €. 8 fois 200, ça fait 1006. Je peux arrondir à 2000 parce que la bouteille en elle-même est jolie. Et puis, si je veux vraiment être très gentil, je peux monter même jusqu'à 2005 ou 3000 €. Mais jamais de la vie 25 000. Et le résultat, c'est qu'effectivement, cette bouteille, depuis lors, elle a commencé à redescendre, elle a redescendu. Aujourd'hui, on en trouve de temps en temps, on m'en propose à 6-7 000 et je refuse systématiquement. Ce n'est pas du tout le style de produit qu'on va mettre dans le fond. Ce que l'on met dans le fond, c'est des choses où le prix est en corrélation directe avec ce qu'il y a dans la bouteille. C'est ça qui est très important. Très bien. Alors, là, on voit clairement Christian, donc pour une deuxième question. Nous, on dit qu'on est investi que dans les plus grands crus et les meilleurs millésimes. Et à travers la crise, ces vins, ils ont bien résisté. Pourtant, on a vu donc le Livex qui a baissé. Alors, pourquoi les grands vins résistent comme ça, même à travers les crises ? Je pense que, d'abord, il faut bien préciser que nous, on est vraiment dans la pointe de diamant de la pyramide. Tu as nommé là le Livex. Le Livex est un indice qui prend en compte énormément de vins de Bordeaux sur tous les millésimes, que ce soit les bons et les mauvais, et du 1er au 5e cru. Nous, on intervient seulement sur les premiers crus et encore uniquement sur les très grands millésimes du XXe siècle. Pour donner un exemple, avec un vin comme Châteaubriand, qui est quand même pas le dernier arrivé, sur le XXe siècle, je crois qu'on intervient sur 5 millésimes.
sur 100 années. Donc, je veux dire, on est quand même assez restrictif. Alors, c'est clair que le vin, c'est un produit de luxe. C'est à ce niveau-là. Quand on parle de vin, nous, on a un prix moyen qui dépasse les 2000 €. Hein, donc, c'est quand même un produit de luxe. Mais c'est un produit de luxe qui est quand même utilisable, disons, consommable par un nombre très important de gens sur Terre, parce qu'en réalité, il y a certainement beaucoup plus de gens qui peuvent un jour dans leur vie s'acheter une bouteille à 2000 € plutôt que de s'acheter une Ferrari ou un yacht de 50 mètres. Donc il y a un produit de luxe décorrélé avec un bassin de consommateurs très important, bassin de consommateurs qui ces dernières années a eu tendance à s'accroître parce que il y a des nouveaux pays qui sont en train de s'intéresser aux grands vins européens. Et là, j'en profite pour ouvrir une parenthèse et souligner qu'on parle toujours de la Chine, etc. C'est vrai, la Chine, elle est présente et tout, mais il n'y a pas que la Chine. Il y a beaucoup d'autres pays, Inde, Brésil, Mexique, Venezuela, qui sont des pays qui ont un passé historique œnologique, qui ont une culture œnologique, et qui de plus en plus maintenant s'intéressent aux grands vins français, aux grands vins européens. Donc c'est un produit qui n'a pas de volatilité. Nous sommes à la veille d'élections dans deux pays assez importants, en France, aux États-Unis. Je peux vous garantir que quel que soit le résultat, ça ne va pas changer d'un centime le prix de la Romanée Conti, ni même le prix du Lafite. Donc on est vraiment décorrélé totalement de la politique et quand même d'une façon très 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 importante de l'économie. Et c'est pour ça que finalement ça passe assez bien à travers les crises. Alors en plus, dans Noble Cru, moi j'ai toujours mis un petit peu des amortisseurs qui sont surtout les vieilles bouteilles. Parce que si c'est vrai que déjà les vins jeunes sont décorrélés et n'ont pas beaucoup de volatilité, les vieux vins, alors eux, vraiment, ça passe au travers comme si de rien n'était. Oui, tout à fait. Alors, la Belgique, c'est un pays de grands connaisseurs de vin. Et il y a beaucoup de collectionneurs de vin ici, grands amateurs. Quel est l'avantage pour eux d'investir dans un fonds comme Noble Cru, plutôt que de le faire eux-mêmes, comme ils font aujourd'hui déjà pour une partie? Je dirais, à part le fait du premier avantage qui est quand même d'y retrouver un intérêt financier, je crois qu'il y a quand même quelque chose d'important, je pense que le gros avantage, c'est surtout de pouvoir avoir accès à travers le fonds à certaines bouteilles qui sinon ne seraient pas accessibles. J'ai la prétention de dire toujours que on pourrait s'amuser à faire sur un ordinateur un fonds d'investissement dans le vin en disant on n'a pas besoin de chercher les bouteilles, alors je vous fais un fonds d'investissement où là on va exploser les compteurs, on va gagner vraiment énormément. Tout le problème ici, c'est qu'ensuite il faut trouver la marchandise. C'est très facile de dire demain je vais investir, tiens, je vais me acheter 100 caisses de Romanée Conti. Oui, d'accord, mais enfin, on ne les trouve pas comme ça, 100 caisses de Romanée Conti. Et de la même façon, sur les premiers crus de Bordeaux. Pour la petite histoire, peut-être tout le monde ici dans la salle ne le sait pas, mais enfin, Bordeaux a commencé ses primeurs 2011, cette année très très en avance, puisque il y a 2 jours, Château Lafite est sorti et a pris de court tout le monde, puisque personne ne s'attendait à ce que déjà au mois d'avril, Château Lafite sorte. Nous, en tant que Noble Cru, on a déjà plus de 1000 bouteilles et on les a eues au prix de la première tranche, ce qui veut dire qu'actuellement, donc avant-hier, j'ai acheté, c'est sorti à 450, on a acheté à moins de 500 €. Et le lendemain, c'est-à-dire hier, on était déjà à 570. Ça, un privé ne pourra jamais le faire. Jamais. Et ce qui est vrai sur les primeurs est encore plus vrai pour tout ce qui est les vieux millésimes, parce que les vieux millésimes, d'abord, ça nécessite d'avoir une technicité pour comprendre l'état de conservation de la bouteille, parce que si on va acheter des vieilles bouteilles, il faut être sûr que ces bouteilles, effectivement, ont eu une vie, un passé, une ascendance reconnue, parce que le jour où on va les revendre à des gens qui vont les consommer, c'est ce qu'ils vont demander.
Donc c'est très important d'avoir ce know-how technologique. Et deuxièmement, il faut les trouver. Et pour les trouver, ça nécessite de monter un réseau. Et moi, j'ai monté un réseau qui a pris plusieurs années, plus de 10 ans pour le monter, et qui me permet aujourd'hui d'avoir effectivement accès à des caves tout à fait exceptionnelles. Voilà. Très bien, merci. Question. Alors, juste pour vous présenter le reste de notre équipe qui est ici, que je t'inviterai à venir ici. Donc, nous avons Véronique Scioli, le 3e partenaire de Elite Advisors. Anne Denayer, que bon nombre d'entre vous le connaissez, qui est notre sales manager pour la Belgique et la Suisse. Et nous avons notre dernière nouvelle recrue, Daniela Coppa, qui va s'occuper de Italie et Espagne. Donc, s'il y a des Italiens espagnols, nous avons quelqu'un qui parle couramment espagnol et italien aussi, et portugais, si je bien compris. Voilà, donc, on va passer maintenant aux questions. Ah oui, et puis excuse-moi, Diane, donc de l'équipe de Vino e Finanza d'Italie qui est ici en support, donc avec Christian aussi, excusez-moi. Alors, je vais vous passer, on a des micros. Si vous avez des questions, pour nos 3 gérants, le floor est à vous. Est-ce qu'on est ici transparent? Ah ben voilà, on a déjà une. Oui, bonjour. Ma question s'adresse plus précisément au fond concernant le vin. Est-ce que depuis la création, vous avez déjà vendu des bouteilles? Oui, on a vendu, on vend régulièrement. La vente des bouteilles est faite. Il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. Alors, il y a des situations où on a des gens qui cherchent certaines bouteilles et qui savent très bien que nous avons ce type de bouteille. C'est-à-dire, dans le monde du vin, il faut connaître, mais il faut aussi être connu. Hein, c'est comme disait Serge tout à l'heure. Donc, pour certaines bouteilles, on vient me chercher. Tout n'est pas en vente, parce que je le dis et je le souligne toujours, nous ne sommes pas des marchands de vin, nous sommes un fonds d'investissement. Et il y a des bouteilles pour lesquelles je peux dire que presque tous les jours on m'appelle, Romanée Conti 99 par exemple, ça c'est pas en vente, même si le prix peut être attrayant, c'est pas en vente parce que en fait des bouteilles qui lorsqu'elles sont sorties à 3 000 € et à l'époque tout le monde disait, ça rejoint du reste l'histoire de la bulle spéculative, tout le monde disait 3 000 € c'est la folie et tout. Bon, aujourd'hui on se balade à 13 000, à 3 000 de Romanée Conti on trouve rien du tout. Mais en réalité, 99, c'est très très grand. C'est aussi grand et probablement plus grand que 90. Et comme 90 se balade aux alentours de 20 000, je ne vois vraiment pas pourquoi j'irai vendre aujourd'hui à 13 000, alors que je sais que dans 12 mois ou dans 18 mois, on sera nettement plus élevé. Par contre, il est arrivé qu'on ait vendu des positions. Par exemple, j'ai vendu toutes les positions de Bordeaux en 2006. Il arrive aussi qu'on se trompe, hein, on n'est pas infaillible. Et sur 2006, par exemple, sur certains vins, j'avais pris des positions qui n'étaient pas vraiment intéressantes. Et à ce moment-là, il vaut mieux liquider rapidement pour réinvestir d'une façon meilleure les fonds. Notre question? Il y en a deux là. Aussi une question sur le vin. Vous parliez des primeurs tout à l'heure. Château de la Tour, si je me trompe, a annoncé qu'il ne ferait pas de primeur cette année. Est-ce que ça va avoir un impact sur les cours? Comment est-ce que vous anticipez ce mouvement qui est peut-être plus profond que simplement une prise de position d'un château? Alors, bon, pour voir si c'est un mouvement plus profond, il faudra attendre un petit peu. Il faudra voir un petit peu comment ça va évoluer. Une chose est certaine, c'est que Château-Latour, en fait, de facto, n'était pratiquement plus sur le marché des primeurs déjà depuis plusieurs années. C'était extrêmement difficile de trouver quelques caisses de Château-Latour. Je ne sais plus, l'année dernière, au même moment, lorsque j'avais déjà trouvé plus de 2000 bouteilles de Lafite, je crois que j'étais à 36 bouteilles de Latour. Parce que ça ne se trouvait pas. Ce n'était pas une question de prix, ça ne se trouvait pas. Pourquoi? Parce que le château a décidé de gérer d'une façon différente et non plus directement par le biais du négoce bordelais, mais de faire de la rétention, de distribuer à sa façon et d'une façon différente les vins. Alors est-ce que ça va avoir un impact sur le prix?
Globalement, je ne pense pas que c'est le marché final qui fait le prix. L'impact que ça va avoir, ça va être peut-être pour la tour, qui va peut-être vendre plus cher que s'il avait vendu tout de suite au marché du négoce. Rappelons-nous que le primeur, le négoce, c'était pour permettre aux châtelains, au château, d'avoir l'argent tout de suite. Bon, on connaissait bien les actionnaires de la tour, je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir l'argent tout de suite. Cela étant, à l'inverse, il y a un mouvement inverse également, parce qu'il y a un autre château qu'on connaît bien, qui s'appelle Château Yquem, et qui lui aussi a des actionnaires d'un certain niveau, et peut-être même supérieurs à ceux de Château Latour. Et ben là, Yquem n'avait jamais fait du primeur, et ben depuis que ça a été repris par Bernard Arnault, ben ils font des primeurs. Donc chaque château a sa propre stratégie. Je ne crois pas qu'il faille vraiment généraliser. Oui, alors, oui, monsieur. Oui, d'après ce que j'ai cru comprendre, certains d'entre vous a deux métiers où vous travaillez uniquement pour Elite Advisors. En fait, dans ce cadre-là, ma question, vous êtes passionné, est-ce que, en tant que privé, vous agissez aussi? Donc quand vous achetez, est-ce qu'il y a quelques bouteilles pour vous, d'autres pour le fond? Comment vous gérez ça? Non, mais... Non, moi j'ai... C'est de la déontologie. Hein. Christian, tu as une fortune personnelle de 80 millions, c'est ça? Non, moi j'ai un seul métier qui est celui de m'occuper, de faire la gestion du fonds Noble Cru. Ensuite, je suis l'administrateur délégué d'une société qui s'appelle Vin et Finances, qui s'occupe de vin à 360 degrés, mais dont à peu près 90% de l'activité aujourd'hui est totalement concentrée sur Noble Cru. C'est une société où il y a 10 personnes qui travaillent et je vous garantis qu'on n'est pas trop peu pour arriver à tout gérer. Parce qu'en fait, au-delà de quelque chose qui peut sembler simple, en réalité, les choses sont jamais simples. Et je prends par exemple, juste pour donner juste un exemple, chaque fois qu'on achète ensuite, c'est nous qui prenons en main totalement la partie logistique. Et je vous garantis que gérer la partie logistique, c'est encore une autre paire de manches. Donc on a largement de quoi faire. Alfredo, sur d'autres activités que je peux avoir, sont des activités où on intervient, j'écris dans certaines revues, je peux faire du conseil en dégustation près de certains châteaux, etc. Qui sont des activités qui sont extrêmement importantes pour mon activité principale. Je répète, dans le monde du vin, ça ne suffit pas de connaître, il faut être reconnu. Je peux aller chez les négociants ou chez les producteurs avec des chéquiers, des sacoches et remplis de billets, etc. Si je ne suis pas reconnu comme quelqu'un qui connaît le vin et qui sait ce qu'est le vin, j'achèterai pas une seule bouteille, on ne me vendra rien du tout. Alfredo, peut-être si tu veux répondre aussi à la question. Oui, parce que je pense que c'est la même chose. Moi-même, je suis un collectionneur de montres et je vous dis qu'il faut être vraiment clair sur ça. Moi, quand on a fait le fonds, j'ai donné une liste de mes montres à la CCCF parce que jamais mes montres vont être vendues à le fond. Ça, c'est normal. Et je peux même dire que depuis le 1er de janvier de 2011, quand le fonds est parti, j'ai jamais pu acheter une montre pour ma collection. Mais je pense que la question est très juste et il faut répondre clairement à ça. Serge, peut-être aussi, comme ça. Donc, vous avez des réponses de nos 3 gérants et c'est eux qui parlent. En ce qui me concerne, la réponse est très simple dans la mesure où, dans le fonds d'investissement, nous allons investir globalement dans des bijoux ou des pierres qui vaudront, disons, 100 000 $ ou 200 000 $, la meilleure marché, et peut-être, disons, 1 million de dollars ou 1 million de dollars, la plus chère. Et on m'a posé la question et je vais vous répondre. Les 5 dernières affaires que j'ai faites personnellement dans mon métier, j'ai vendu des pierres dont la meilleure marché valait 3 millions de dollars et la plus importante valait 25 millions de dollars. Donc je ne suis pas du tout en compétition avec le fonds. Il n'y a aucun conflit d'intérêt quelconque et il n'est pas question, je n'ai pas de stock qui pourrait entrer dans le fonds et donc il y a zéro conflit entre mes devoirs moraux vis-à-vis du fonds et mes devoirs patrimoniaux. Merci beaucoup. Et il y avait une autre question. Oui, monsieur. Ouais. Ah oui, il y a monsieur là qui en a... Oui. Oui, bonsoir, Frédéric de Smet de Gala Prima Invest. D'abord, félicitations bien sûr pour vos 3 bébés, ça c'est clair. Moi j'ai une question sur Noble Cru. Et la question serait de dire, ben voilà, pour le moment vous avez un fonds qui est exceptionnel, qui collecte, qui traverse à travers monts et marées, mais est-ce que pour vous, la question serait,
quel est le tendon d'Achille du fond. C'est important puisque vous savez que bon, on peut être très fort aujourd'hui et demain devenir très faible pour des raisons qu'on n'a pas pensées ou peut-être tout simplement parce qu'il y a d'autres acteurs. Donc voilà. Ben, je dirais le plus gros risque sur notre fond, juste pour une anecdote, c'est de dire qu'on arrête de boire du vin et puis tout le monde est au thé. Et vous êtes obligé de boire le stock, au pire. Donc, je connais pire punition, au moins c'est pas virtuel et c'est pas comme un titre bancaire qui ne vaut plus rien aujourd'hui. Il y a du stock physique. Donc voilà, c'est quelque chose qui est là. Il est assuré. Il est stocké, donc même, comme j'ai dit tout à l'heure, même s'il y a eu un guerre ou il y avait un tremblement de terre, le fonds est valorisé et assuré tous les mois. Donc, juste pour vous assurer ce côté-là, valorisation et investissement pour les investisseurs. Christian, je ne sais pas si tu veux ajouter encore autre chose côté sécurité. Donc, aujourd'hui, vous êtes seul sur le marché par rapport à cette... On n'est pas seul. Il y a quelques fonds anglais qui existent aujourd'hui, même un fonds australien, il y a un fonds chinois aussi. Donc il y a quelques fonds qui existent aujourd'hui. Tout à fait. On n'est pas les seuls. Et on avait une dernière question ici en commun. C'était, par exemple, si vous faites une vente et qu'il y aurait, on va dire, des bouteilles qui seraient mauvaises, comment ça se passe? Ah ben, nous, on ne nous fait jamais nos bouteilles, de toute façon. Non, mais l'acheteur, il prend... Pour l'acheteur. C'est à la charge de l'acheteur à ce moment-là. C'est la charge de l'acheteur, comme nous, on achète, c'est... Ouais. Non, alors je reviens une seconde sur la première question. La seule chose qu'on pourrait imaginer, c'est quelque chose qui s'est passé il y a une trentaine d'années, si je ne me trompe pas. C'est à savoir que tout d'un coup, dans un château, on trouve dans les cuves quelque chose qui ne soit pas tout à fait normal, ou des traces de produits qui n'ont peut-être rien à voir avec le vin. Alors, vu le niveau qualitatif des domaines sur lesquels on intervient, vous pensez bien que là, le risque il serait tellement plus gros pour les châteaux eux-mêmes, puisque, encore une fois, je veux dire, on ne travaille qu'avec des premiers crus de Bordeaux et que quelques grands crus en Bourgogne, que ces châteaux mettent en œuvre des contrôles internes qui sont tout à fait inimaginables par rapport à garantir, pour pouvoir garantir la qualité du produit. Pour ce qui est de la deuxième question, qui était sur la vente... Oui, oui, bon. Oui. Bah, là, il faut avoir du bon jugement. Si c'est vendu dans une vente aux enchères, etc., bah, vous savez très bien qu'à la vente aux enchères, vous achetez à vos risques et périls. Raison du reste pour laquelle nous on achète très très peu en vente aux enchères. Mais si c'est vendu à un client que vous connaissez et tout, bah, tout dépend, ça va aussi dépendre un petit peu du niveau de chiffre d'affaires que l'on fait avec ce client en question. Merci. Bon, monsieur ici. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une bulle pour 2010, précisément, dont les niveaux de prix sont similaires à 2009 notamment cet acheteur chinois qui s'est désisté sur quelques mille bouteilles qu'il avait commandées en primeur. Oui, Ils n'ont pas... Ah oui, la question, non, ben on me pose la question de savoir, compte tenu du fait qu'en 2005, les prix étaient très élevés, qu'en 2009, ils étaient encore plus élevés, s'il n'y avait pas un risque d'une bulle sur les vins de 2010. Alors, je reviens un petit peu sur la première question qui m'a été posée par Myriam. Vous venez de citer 3 millésimes qui sont 3 millésimes exceptionnels. Pourquoi en 2009 c'est plus cher qu'en 2005 ? Ben parce que 2009 c'est plus grand que 2005. Et 2010, aujourd'hui on est un certain nombre à le penser, pas tous, mais on est un certain nombre à penser que 2010 c'est plus grand que 2009. 2010 c'est vraiment un millésime exceptionnel
dans la fraîcheur, dans la finesse. 2009, moi je le trouve un peu volumineux, un peu riche. Bon. 2011, les prix sont là pour le démontrer, ou 2008 également, les prix sont là pour le démontrer, sur des millésimes qui sont bons millésimes, parce que 2008 c'était quand même un bon millésime pour quelques vins. Les prix étaient descendus très fortement. 2008, Château Lafite, nous on a commencé à acheter à 150 €, et on est monté jusqu'à un peu plus de 200. On a un prix moyen aujourd'hui sur Noble Cru qui doit être aux alentours de 190. Bon, quand Parker a mis 100 points à Lafite 2008, c'est monté à plus de 1000 €. Maintenant, c'est redescendu un petit peu. Alors tout le monde crie en disant « Oh là là, c'était à 1100, 1150, on est descendu à 900 ». Bon, moi, je veux dire, j'ai acheté à 190, à 900, je dors tranquille, hein, j'ai pas de problème. Ensuite, ça sera dans le temps, parce que si 2010, aussi 2008, puisqu'on est en train de parler de 2008, va vraiment montrer, et ça on le goûte continuellement, hein, je veux dire, c'est des vins qu'on regoute, si 2008 dans le temps va vraiment montrer que c'est un très grand, que c'est le vin du millésime, eh ben je vous garantis qu'il va redépasser largement la barre des 1000. Hein. Et 1000, encore une fois, là aussi, je voudrais quand même dire une chose, parce que trop souvent j'entends qu'on dit les prix à Bordeaux sont délirants, etc. Attendez, si on va prendre les grands vins californiens, ils sont autrement plus chers qu'à 1000 €. Hein. On bascule sur des vins qui peuvent aller à 2 000, 3 000, 4 000 €. Donc Bordeaux, oui, c'est cher, mais quand même jusqu'à un certain point. 2011, la preuve est là, et ils viennent de sortir, ils sont sortis à 450. Ensuite, encore une fois, c'est le marché. Si en 24 heures, on est passé de 450 à 570, et aujourd'hui, il y a 2 heures à 570, je ne trouve pas, parce que moi je viens de téléphoner là, à 570, je ne trouve pas, c'est qu'il y a quand même un marché, c'est qu'il y a quand même des gens qui achètent de l'autre côté. Hein. Monsieur? Ah oui, ok, oui, excusez-moi. J'ai une question concernant un autre produit de passion, si vous voulez, ou un autre classe actif, c'est les voitures de collection. Est-ce que vous avez des plans pour... je vois qu'il y a beaucoup de réactions. Est-ce que vous avez des plans pour vous lancer dans ce beau produit et cette belle passion des voitures de collection? Voilà. C'est une très bonne question, monsieur, parce que c'est l'existant, le futur, et nous souhaitons aussi développer les gammes. Nous travaillons sur l'art, nous travaillons sur les chevaux, et nous travaillons sur les voitures. Et je dois vous dire, je pense que toutes les semaines, on a la demande pour les voitures. Donc, c'est plus complexe, c'est plus grand parce qu'il y a la maintenance, il y a le stockage, et donc il faut un bundle warehouse, mais on travaille là-dessus et on espère le sortir. Donc, c'est vrai que c'est un projet qui nous tient beaucoup au cœur. On est encore dans la mécanique, mais il y a énormément d'intérêt pour ça. Donc, j'espère qu'un jour, je pourrai venir ici vous le présenter. Monsieur? Oui, j'ai une question qui concerne les 3 fonds. Quelles sont les ambitions en termes de volume? Est-ce que les fonds se sont fixés certaines limites, vu qu'on est dans la rareté? La question qu'il y a derrière, c'est à un certain moment, grâce au succès investi, on peut être tenté d'élargir la gamme et de ne plus avoir les mêmes rendements. C'est une très bonne question. Alors, il y a 3 profils différents ici. Peut-être, juste pour dire, le fonds sur le vin, ce qu'on a vu, c'est que le plus gros fonds anglais qui existait jusqu'à aujourd'hui, c'était un fonds qui était fermé à 120 millions. Okay? Mais il était uniquement investi dans du Bordeaux, pas en plus. Uniquement en Bordeaux, millésimes récentes et toutes les millésimes. Notre terrain de jeu pour Noble Cru est beaucoup plus large. C'est notre plus ancienne bouteille, c'est quand même un Iquiam de 1811, juste pour vous donner une idée. Donc, on a quand même un peu de leeway dans quelques années passées. Et notre terrain de jeu, c'est non seulement le Bordeaux, Bourgogne, c'est les vins italiens, c'est les vins espagnols, c'est quelques grands vins des États-Unis aussi, comme le Screaming Eagle. Nous avons aussi des Tokai de Hongrie. Donc, notre terrain de chasse est plus grand. Alors, mettre un chiffre là-dessous, on est aujourd'hui en train de dire avec tout... Parce qu'on ne sait pas quelles sont les tailles des caves qui existent aujourd'hui. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est chiffrable aujourd'hui. Mais ce qu'on peut dire, c'est que peut-être, on ne veut pas diluer les qualités de ce que nous achetons. On est aux alentours, en estimation pour le moment, aux alentours, je pense, entre 250 et 300 millions pour le vin. Pour les montres, c'est un marché plus petit, mais comme Alfredo a dit, c'est un marché qui est en pleine croissance aujourd'hui et qu'on peut atteindre des montres à 10 millions.
Donc c'est un marché qui pourrait peut-être 200 millions, quelque chose comme ça, 200 millions là. Et pour Serge, no limit, girls. Voilà. Là, il n'y a pas de limite. Là, on peut vraiment partir sur les pierres, sur les pierres de couleur, sur les diamants et sur les bijoux anciens. Il n'y a pas de limite là-dessus. Voilà. Madame, là, ici, encore, il y a encore une ici. Oui, bonjour. Ma question va pour Noble Cru. Vous avez répondu en partie à ma question, Madame Macherin, mais je voulais savoir, vous investissez essentiellement dans le vin français. Quels sont vos autres pays d'investissement? Non, comme on a dit, c'est essentiellement les vins français, et dans les vins français, c'est essentiellement la Bourgogne en premier, et en deuxième Bordeaux. La troisième région, c'est l'Italie, qui représente quelques pourcents entre Toscane et Piémont. Et puis ensuite, on a quelques étiquettes espagnoles, quelques étiquettes américaines, une et deux étiquettes australiennes. Donc c'est très restrictif. Voilà, puis ensuite, comme j'expliquais à quelqu'un tout à l'heure, ça ne suffit pas que ça soit un très bon vin pour rentrer dans Noble Cru. Que ça soit un très bon vin, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Il y a d'autres critères, il y a la notoriété publique mondiale pour permettre d'avoir une liquidité, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc il y a toute une série d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Je reviens une seconde pour compléter la réponse à la question de monsieur. Il ne faut pas oublier, je veux dire, lorsque vous dites les 2009 sont partis à des prix exagérés, etc., n'oublions pas que nous sommes dans un secteur qui est tout à fait particulier. C'est le seul secteur, et ça je le dis et je le répète continuellement, c'est le seul secteur où face à une demande qui peut être en hausse, en ce moment, elle l'est, et pas uniquement pour la Chine, elle l'est parce qu'il y a plusieurs pays qui s'intéressent à ce type de produit. Donc face à une demande qui est en hausse, on a une offre qui est bloquée, une offre qui ne peut pas bouger. La Romanée Conti ou le Chambertin, ça fait 1200 ans qu'ils sont délimités, et c'est pas demain qu'on va dire on va planter d'autres vignes à côté et puis recréer une nouvelle Romanée Conti. Donc on a une offre qui est bloquée, plus ou moins 10% suivant ce que Mère Nature nous donne chaque année, mais en face, par contre, le nombre de gens qui veulent ces produits, il est en augmentation. Ça, c'est quelque chose qui explique aussi le fait de la hausse, qui est une hausse je dirais très douce, mais qui est réelle tous les ans. Merci. Une question ici, monsieur, là, juste là. C'est ça, c'est là-bas, monsieur, là-bas. Ah oui, sorry, ok, là, et puis après là. Ok, allez-y. Voilà, j'ai acheté votre fonds Noble Cru il y a un certain temps. Excellent. Et finalement, le cours sur mon compte titre n'a pas changé. Alors j'ai contacté le broker. C'est un broker belge donc. Et je lui ai demandé comment se fait-il que ce cours n'est pas suivi. Oui. Alors il m'a répondu qu'il ne le suivait pas parce qu'il n'était pas agréé par la FSMA. Alors, y a-t-il moyen de résoudre ce problème? Je ne sais pas, c'est embêtant. Non, on ne peut pas. C'est un private placement, donc on est dans un fonds d'investissement spécialisé. Il n'est pas enregistré en Belgique, mais le cours, il est disponible sur Bloomberg. Il y a un code ISIN et vous pourrez aller sur notre site. Il y a les newsletters tous les mois. Donc, malheureusement, mais votre banquier devrait le mettre à jour sur son site. C'est de mauvaise foi de sa part de ne pas le mettre à jour sur votre portefeuille. Donc, ça, vous pourrez tirer ses oreilles là-dessus. Mais il devrait le mettre à jour, parce que le cours est disponible. Donc, Noble Cru. Monsieur, oui. Autre question, un peu moins glamour. Quels sont les frais du fonds? Les frais, alors. Les frais, non, attendez. Rion, prenons le vin, c'est là que vous avez le plus de recul. Quels sont les frais de stockage? Quels sont les frais d'assurance par rapport à la NAV? Alors, quels sont les frais du gérant? Alors, nous avons un management fee sur Noble Cru de 2%. Nous avons par an, voilà, de 2% par an. Nous avons un total expense ratio l'année dernière qui était de 3,04. Voilà. Donc, ça inclut l'assurance, le stockage, le transport et tout. En fin de compte, l'assurance ne coûte pas grand-chose. Le stockage, pas grand-chose. Le plus gros poste pour nous, c'est le transport. Bien sûr. Oui. Donc, ça, c'est le total expense ratio. Droit d'entrée? Droit d'entrée, c'est entre 0 et 4%.
Et c'est à vous de négocier avec votre banquier. Voilà. D'accord. Droit de sortie? Droit de sortie, c'est pareil, 0,4. Nous, on ne prend rien. D'accord? Donc, c'est... Success fee? Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Management fee. Management fee, c'est 2%. Success fee. Et il y a un success fee au-delà de 10% avec un high watermark, on prend 20%. Je pense que c'est pas mal pour beaucoup d'investisseurs. Voilà. OK. Très bien. Crystal clear. Merci. Donc, très fair play. Alors, je vais juste préciser pour les deux autres fonds, pour Precious Time et pour Divine Jewels, le management fee est de 2,5. Comme vous avez constaté, on a 2 gérants pour Divine Jewels. On a un gérant sur Precious Time, mais un comité de sages qui est composé de 2 personnes. Un, c'est Nicolas Mauboussin, et l'autre, c'est Michel Stasser, qui est un banquier belge, grande collection de montres. Donc, on a un peu plus de frais au niveau management fees sur ces 2 fonds-là, avec un performance fee de 10% au-delà de 5%. Voilà, donc on a été... Voilà. Mais le reste au niveau de TOR, donc on va voir les premiers TOR. On avait le TOR pour Precious Time pour la première? Non, on n'a pas encore pour la première année. OK, voilà. D'autres questions? Bon, alors Christian, est-ce que tu veux expliquer ce qui va se passer maintenant? Est-ce que tu rappelles ce qu'on va faire maintenant? Ah oui, parce que bon, c'est bien de parler de vin si on n'en boit pas un petit peu. Je me rappelle qu'on va goûter quelque chose, mais je ne sais plus très bien où est-ce que ça se passe. D'accord, alors je vous explique. C'est à la sortie là. Alors, on va faire alors, dans la salle ici, vous allez tous partir par là. Ceux qui sont dans les salles à côté, vous allez tous partir sur votre droite. Vous voyez, je suis bien. Donc, sur de votre droite, vous suivez le passage là et vous allez trouver dans la salle derrière ici pour une dégustation à l'aveugle. Là, on va vous tester. Non, mais alors, je vais peut-être expliquer de quoi il s'agit. Donc, on va faire un petit jeu. On va vous donner, on va vous servir un vin à goûter. Ça sera des doses de dégustation, hein, donc c'est pas le cocktail. Hein, le cocktail suit après, donc ne vous inquiétez pas. Et on va vous demander ensuite de noter sur votre carte de visite 2 choses. Le pays et le cépage. Ah. Il y a un joli prix au final, puisqu'il y a comme prix une bouteille de Clos d'Aigouas, qui est un des 4 grands clos de Champagne, 1997, qui est un excellent, très très bon champagne produit en toute petite quantité. Alors je vais quand même vous donner, parce que je suis gentil, je vais quand même donner 2 indications. Il y a des experts ici, attention Christian. Je connais quelques-unes ici qui sont des experts. Je vais donner 2 indications. D'abord, je répète que c'est des doses dégustation, donc goûtez-le bien pour essayer de trouver. Et 2 indications. Le pays, ça n'est pas la Thaïlande. Parce que vous avez risqué à avoir ça, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé le nombre de bouteilles suffisantes. Le cépage, ça n'est pas du chardonnay. C'est un vin rouge qu'on vous servira. Merci. OK. Bonne dégustation.